Bonjour et bienvenue à tous sur mon podcast Déconstruisons-nous pour mieux voir, comprendre et accepter l'autre. Je suis Sylviane Poumanino, CEO du Visage de la Diversité. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Lou. Bonjour Lou. Bonjour Sylviane, J'espère que tu vas bien. ça va et toi? Très très bien. Je suis vraiment trop contente parce que Lou a accepté vraiment de participer à ce podcast parce que le terme d'aujourd'hui, en fait, je l'ai découverte en regardant une vidéo qu'elle a faite pour Fresh. Je ne savais pas du tout que ce terme existait. Je ne savais même pas du tout que des situations que je vivais au quotidien ou bien que les personnes de mon entourage vivent au quotidien portaient un nom. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons parler de charge raciale. Mais avant toute chose, avant que nous commencions ce sujet très passionnant, je suis sûre que vous allez beaucoup aimer. Je vais d'abord laisser Lou se présenter à vous, vous dire qui elle est, ce qu'elle fait. Vas-y, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Alors, moi je m'appelle Lou, j'ai 24 ans. Pour celles et ceux qui ne me voient pas, je suis d'origine vietnamienne et j'ai été adoptée quand j'étais bébé. Et donc j'ai créé ce compte Instagram qui s'appelle La Charge Raciale pendant le confinement. Et voilà, je crois que c'est tout. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la charge raciale, nous allons vous en dire plus. Et pendant ces quelques minutes, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est quelque chose que tout le monde doit connaître. C'est une expression que tout le monde doit connaître. Et avant qu'on ne commence, j'ai envie de te poser cette question. Première question. Qu'est-ce que la charge raciale? Parce que moi, je connais la charge raciale parce que j'ai écouté ton interview pour Fresh, mais je suis sûre que toutes les personnes qui nous écoutent, il y en a au moins la moitié qui ne savent pas ce que c'est que la charge raciale. Ouais. Alors, c'est plein de choses. Donc déjà, juste pour le rappeler, c'est une notion qui a été mise en avant par la chercheuse et maîtresse de conférence Maboula Soumaoro. Et donc, en fait, la charge raciale, c'est vraiment la charge mentale et cognitive qui va peser sur toutes les personnes non blanches qui vont, en fait, qui vont devoir planifier des stratégies de survie face à des discriminations raciales on sait qu'en fait qu'elles vont avoir lieu et du coup il y a cette charge qui pèse sur nous et ça a un impact très fort, un impact psychologique qui est très important. La charge raciale, c'est aussi le fait de devoir rendre intelligible et compréhensible le racisme et de devoir en fait l'expliquer à des personnes non blanches. Ça fait aussi partie de ce qu'est la charge raciale. Et enfin, peut-être dire que la charge raciale, c'est aussi le fait de devoir toujours rassurer les classes dominantes. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et en fait, la charge raciale, c'est vraiment une stratégie de survie permanente, en fait. Et c'est quelque chose qui a un impact sur la santé mentale des personnes racisées, qui est réel. D'accord. Donc, si je prends un exemple un peu concret, peu concret. Si je prends juste un simple exemple, moi je suis camerounaise. Et nous, au Cameroun, on a toujours, même pas le Cameroun, mais beaucoup de personnes, on dit toujours que les Camerounais sont toujours en retard. Donc, si par exemple, moi j'ai un rendez-vous et je me dis, il faut que je fasse tout pour être à l'heure, pour qu'on ne dise pas que qu'elle est en retard parce que c'est une Camerounaise, d'autres façons sont en retard parce que c'est une Camerounaise. Est-ce que c'est une situation de charge raciale ou pas? Exactement, parce que c'est une stratégie que toi, en tant que Camerounaise, tu vas planifier, parce que tu sais en fait que les personnes en face de toi vont avoir des préjugés et des stéréotypes racistes envers ta personne et envers ton ethnie, et du coup tu vas devoir en fait, ça va peser sur toi parce que tu vas y penser, tu vas dire mais voilà, là c'est sûr, ils ou elles vont avoir ces pensées discriminantes envers ma personne, et du coup pour contrer en fait ce stéréotype racial, je vais devoir faire attention à pas arriver en retard, à bien arriver à l'heure, et du coup c'est quelque chose qui est lourd en fait, voilà. Et oui, c'est un exemple parmi tant d'autres qui est aussi valable, je pense, pour d'autres minorités, par exemple les personnes arabes ou maghrébines. Je sais que moi j'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui vont me dire en fait, comme je suis nord-africaine, je peux pas arriver en retard à un rendez-vous parce que je sais qu'on va dire elle est pas en retard parce que juste elle est en retard, elle est en retard parce que elle est nord-africaine, et les nord-africains sont toujours en retard en fait. Ah Voilà, oui. ce genre de choses. Ah oui. D'ailleurs, je voulais savoir,
On parle de charge raciale, oui, on parle de charge raciale, mais sur quel domaine de la vie, en fait, une charge raciale peut s'appliquer? Là, on a pris un exemple, oui, sur le fait d'être à l'heure, de ne pas être à un rendez-vous, mais sur quels aspects de la vie au quotidien quelqu'un peut vivre une situation de charge raciale? Pour moi, c'est vraiment dans tous les domaines de la vie et c'est pour ça que ça a un impact psychologique aussi fort, c'est que ça affecte vraiment euh, ouais, toutes les sphères de la vie quotidienne, donc que ce soit le travail, la relation intime, l'amitié, le domaine de la santé, enfin, ouais, même le seul fait de devoir marcher dans l'espace public. Donc c'est vraiment tout. Donc je sais pas si tu veux que je donne des exemples, par Oui, exemple. ce serait bien pour nos auditeurs. Voilà, par exemple dans le domaine des relations intimes, le domaine de l'amour ou le fait comment dire, du dating en fait, de dater quelqu'un. Par exemple, moi je suis une femme asiatique et il y a énormément voilà, de clichés, de stéréotypes raciaux qui sont, enfin, qui collent en fait à la peau des femmes asiatiques. Donc il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, on est docile, on a le vagin serré, on est très soumise, etc. Et du coup, en fait, de fait, on est extrêmement fétichisé, extrêmement déshumanisé. Et c'est vrai que moi, quand par exemple je décide de relationner avec une personne, j'ai toujours très peur que cette personne, en fait, m'aime pas pour la personne que je suis, mais pour ce que je représente, en fait, dans son imaginaire qui est très colonial, en fait. Et je sais pas si la personne en face de moi va se dire, voilà, j'apprécie cette personne et je veux relationner avec elle parce que elle colle au fantasme que je me fais sur elle. Et du coup, voilà, c'est ce genre de choses, par exemple, dans le domaine intime. Après, c'est dans le domaine de l'amitié aussi. Moi, en fait, j'ai un entourage qui est quand même, de moins en moins, mais qui est quand même très blanc. Mm. Et en fait, vu que, ben, comment dire, mes amis représentent une norme sociale, ils se rendent pas forcément compte en fait que justement ils sont une norme et que être la seule personne racisée au sein d'un groupe d'amis, il y a forcément une charge raciale qui pèse sur nous. Et du coup, cette charge raciale au sein de l'amitié, elle se traduit par le fait de toujours voilà, devoir expliquer ce qu'est le racisme, que là je vis une situation qui est raciste, que je peux pas faire les mêmes choses qu'eux parce que moi je suis une personne racisée et eux non. Par exemple, un truc assez bête, mais si par exemple il y a une soirée qui s'organise et qu'on me dit viens, il y aura plein de gens et tout, bah moi il faut que je demande est-ce que je serai la seule personne racisée? Est-ce qu'il y aura d'autres personnes racisées? Est-ce qu'il y aura autour de moi 30 personnes blanches? Parce que si c'est le cas, ce sera pas possible. Parce que je sais qu'il y aura une parole raciste, je sais qu'il y aura des personnes oppressives, discriminantes, et en fait j'ai pas envie de m'infliger ça, mais le fait de devoir y penser et tout le process qui est derrière, de devoir y penser et de demander à mes amis, c'est des choses en fait dont ils n'ont pas forcément conscience. Et du coup, voilà, ça entre en jeu dans le domaine de l'amitié. Ensuite, je parlais du domaine de la santé. Euh, Ça, je l'avais dit justement dans la vidéo dans Fresh, Oui. où en fait les personnes noires, surtout voilà, les minorités donc noires et maghrébines, subissent énormément de racisme dans le corps médical. Et ce racisme, voilà, il est lié à un imaginaire et des représentations qui sont qui sont issues d'une histoire coloniale. Et donc, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le syndrome méditerranéen. C'est le fait, en fait, de penser dans le corps médical que les personnes noires ou arabes auraient tendance à exagérer leur douleur. Et du coup, de fait, ça mène à une non prise en charge des corps racisés dans la mesure où on se dit, où le corps médical, où des personnes du corps médical vont se dire, non, là cette personne elle exagère, on s'en fiche, on passe à autre chose. Et du coup, en fait, ça amène à ouais, enfin, des énormes problèmes dans la prise en compte, dans la prise en charge médicale dans certains parcours de personnes racisées. Et par exemple, si on pense à Naomi Mussanga, donc c'était en 2017, c'était une femme noire en fait qui était malade et qui a appelé le SAMU et qui a expliqué en fait en fait elle a dit, elle l'a appelé et elle a dit je vais mourir. Et en fait, les deux personnes qui ont décroché ont rigolé et ils lui ont dit non mais alors là vous exagérez et tout. Enfin en fait ils se sont moqués d'elle. Et en fait, quelques heures après, elle est morte parce qu'elle avait fait une intoxication au paracétamol. Donc en fait, le syndrome méditerranéen et même le racisme dans le corps médical, il existe. Et penser que juste parce que ce sont des médecins, des infirmières, enfin bref, voilà, juste penser que
ils ou elles ne peuvent pas faire d'erreur et ne peuvent pas être imprégnés de représentations racistes, c'est complètement irréaliste dans le sens où les médecins restent quand même des personnes et évidemment, chaque personne peut être imprégnée de biais en fait, et il faut le reconnaître et reconnaître que c'est un problème. Donc vraiment, il y a vraiment, je pense, dans tous les domaines de la vie que la charge raciale en fait a un impact. Mhm. Quand tu parlais de l'amitié, il y a un petit truc qui m'est venu en tête comme ça. Je me souviens que quand je suis arrivée en France, parce que je suis en France depuis environ 7 8 ans, quand je suis arrivée en France, mes premiers groupes d'amis où je vais dire j'étais une personne racisée finalement, il y avait souvent cette tendance à dire on imite l'accent africain. Et en fait, est-ce que cette attitude que les personnes ont de souvent dire j'imite l'accent africain, j'imite l'accent chinois et tout, est-ce que c'est une situation de charge raciale ou bien... Bah, alors, c'est quelque chose qui est hyper raciste. Enfin, c'est vraiment super raciste parce que dire j'imite l'accent africain, j'imite l'accent chinois, déjà ça n'a pas de sens parce que l'Afrique n'est pas un pays. Ça, je le dis à tellement de personnes. L'Afrique n'est pas un pays, de même que l'Asie n'est pas un pays non plus. Et en fait, les gens prennent le continent asiatique pour la Chine en faisant l'amalgame entre plein de pays qui sont hyper différents. Et donc, c'est hyper réducteur et c'est hyper raciste. Et oui, ça fait peser une charge raciale sur nous parce que tu sais, en fait, dans des moments de sociabilité, de sociabilisation, que tu peux potentiellement te prendre ce genre de remarque qui est hyper déshumanisante. Et donc, c'est un peu chaud quand même. Enfin, Oui. ouais. Mais bon, sur le coup, c'est vrai que j'ai jamais réagi quand j'avais des personnes en fait qui me disaient ça dans mon entourage, que j'imite l'accent africain parce que je me disais, bon, nous sommes entre amis, ça peut pas être quelque chose de méchant en fait que la personne fait. Mais avec le recul et depuis surtout que je m'intéresse aux questions de la diversité culturelle, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas dû laisser passer. Mais bon, on apprend tous les jours et on grandit tous les jours. C'est pas... Maintenant, je sais que je ne le laisserai pas passer. Euh, on a beaucoup parlé du fait que la charge raciale, touchait les minorités, que ce soit les personnes maghrébines, que ce soit les noirs, que ça concernait les minorités. Mais est-ce que la charge raciale peut aussi concerner des blancs? Moi, je pense pas. Pourquoi? Je ne pense vraiment pas parce que... Alors c'est intéressant ce que tu me dis parce que quand la vidéo où j'apparais sur Fresh est sortie, il y a eu énormément de personnes blanches qui sont venues qui sont venues m'envoyer des messages en fait sur mon compte et qui m'ont dit oui, donc de façon plus ou moins hostile. Des fois ça se voulait bienveillant mais en réalité c'était violent ou alors c'était carrément violent. Mais bref, il y a eu beaucoup de personnes blanches qui sont venues et qui m'ont dit mais moi voilà, je m'identifie complètement à ce que tu dis parce que, par exemple, je vis en Thaïlande et donc je suis blanche et les gens me prennent vraiment pour des machines à fric et voilà, et c'est hyper dur. Et donc la charge raciale, je sais ce que c'est. Et moi, en fait, je trouve ça complètement, comment dire, personnellement, je trouve ça complètement surréaliste de penser que en tant que personne blanche en Thaïlande, tu subis une charge raciale. En plus, moi, j'ai vécu en Thaïlande. Et je trouve que quand tu sais que dans ce pays, en fait, quand tu es un expatrié blanc, tout est fait pour toi, tu as tous les privilèges, en fait, qu'ils soient sociaux, économiques, politiques, enfin vraiment, vraiment, quand tu es blanc en Thaïlande, tu vis comme un roi. Et donc, dire en fait que tu subis la charge raciale parce qu'il y a quelques Thaïlandais qui pensent que tu as de l'argent, ce qui est en général vrai, et voilà, je trouve ça complètement déplacé et aussi c'est retourner quelque chose qui, comment dire, enfin c'est inverser une situation en fait dans le sens où la charge raciale elle provient d'un imaginaire et d'une histoire, d'un système, d'une pensée qui est coloniale. Et comment dire, le racisme a été créé par les blancs en fait. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose qui provient des blancs et donc penser en fait qu'une personne blanche peut subir du racisme, parce qu'en fait la charge raciale c'est quelque chose qui provient de situations racistes. Donc quand tu es une personne blanche et dire que tu subis une charge raciale, c'est un peu comme si tu disais que tu subissais
du racisme, mais une personne blanche ne subit pas de racisme. À la limite, elle peut souffrir d'un... Comment dire? Il peut exister des stéréotypes et des préjugés à l'égard des personnes blanches dans des pays étrangers, pas en France parce qu'on est quand même dans un pays à majorité blanche, mais il n'y a pas de système qui est érigé contre les personnes blanches en fait, nulle part, et qui les déshumanise, qui les a violentés, qui leur a enlevé des droits en fait. Donc moi ça me semble complètement irréaliste. Et je trouve que c'est assez curieux en fait de voir que quand une personne racisée partage son expérience et dit voilà moi je subis de la charge raciale, tout de suite les réactions ça va être des personnes blanches qui vont dire mais moi aussi je sais ce que c'est, on m'a traité, je suis italien, on m'a traité de macaroni et c'était hyper dur et nanana. Et je trouve qu'il y a quand même une différence entre quelqu'un qui te demande si il ou elle peut imiter l'africain ou quelqu'un qui te traite de macaroni. En fait, c'est pas la même chose dans la mesure où si toi, on te demande si tu peux imiter, enfin, si la personne peut imiter l'accent africain, c'est parce que on sait en fait quelles sont les représentations à l'égard du continent africain dans les pays blancs. On sait comment les pays blancs ont colonisé toute l'Afrique. On sait comment ils déshumanisent toutes les personnes qui vivent en Afrique. Donc, je trouve que comparer les deux, c'est très malvenu et c'est pas pertinent. D'accord. Ah ouais, c'est vrai que tout à l'heure, au début, quand tu es arrivé, quand on a commencé à échanger pour préparer un peu ces podcasts, je me suis posé la question, effectivement, si les Blancs pouvaient vivre des situations de charge raciale, s'ils se trouvent être une minorité dans un environnement, en fait. Et c'est vrai que je n'avais pas vu ça de cette façon. En fait, je pense que tu peux vivre des situations désagréables, éventuellement, quand... Voilà, quand t'es à l'étranger, que t'es le seul blanc dans une pièce et qu'on te dit le petit blanc, le petit voilà, ça peut être désagréable. Mais en fait, si tu te poses la question pourquoi c'est désagréable, c'est désagréable parce que les blancs sont en majorité partout. Ils représentent une majorité, que ce soit en termes voilà, social, économique, politique. Et du coup, en fait, pour la première fois de leur vie, par exemple, quand ils voyagent à l'étranger ou qu'ils ont une expérience expatriée à l'étranger, ils vont se retrouver en minorité. Mais si tu y réfléchis vraiment... Donc je pense que déjà, voilà, c'est désagréable et ils n'ont pas l'habitude. Mais de deux, c'est surtout... Il faut vraiment, je pense, se poser la question de s'ils se retrouvent vraiment en minorité. Est-ce que, en fait, les Blancs peuvent être vraiment en minorité quelque part? Je pense que d'un point de vue de la couleur de peau, oui, effectivement, voilà, si un Blanc va s'expatrier, je sais pas, au Cameroun ou au Burkina Faso, oui, du point de vue de la couleur de peau, il ou elle sera en minorité. Mais... il sera toujours privilégié en fait dans sa vie, tu vois. C'est pas faux. Voilà. Le thème privilège blanc. Voilà. C'est pas faux. Contrairement aux minorités qui eux, s'ils sont pas dans leur pays, ils seront jamais privilégiés par rapport aux locaux. C'est vrai que les blancs, qu'importe où ils vont, ils sont privilégiés. C'est pas faux. Et je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui en France, les gens se rendent compte de l'impact, des conséquences en fait que ça peut avoir sur un individu, les paroles et les mots qu'ils pensent eux anodins, qu'ils le disent? Parce que moi, vu les personnes qui m'ont déjà dit imiter l'accent africain par exemple, je sais que c'était pas méchant en fait. Donc je peux pas leur taper du poing, c'est-à-dire tout de suite le raciste et tout, parce que je sais, connaissant les personnes, je sais que c'était pas méchant. Est-ce qu'aujourd'hui, mais pour moi, je trouve ça déplacé et je trouve que c'est vraiment pas top comme façon de se comporter envers ses propres amis. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les gens se rendent vraiment compte des répercussions que ça peut avoir, ces paroles déplacées envers les autres? Très sincèrement, je pense pas, sinon ils arrêteraient. Enfin, quoique c'est même pas sûr en fait. Mais je pense qu'on est tellement... Comment dire? Moi, j'ai toujours tendance à dire que blanc ou pas, minorité ou pas, on est tous racistes. Parce qu'on baigne, enfin, à des degrés différents évidemment, mais on baigne en fait dans un système qui est... Enfin, vraiment qui est imprégné de représentations racistes, d'une histoire qui est raciste. Et évidemment, par exemple, entre les minorités, il y a aussi du racisme. Enfin, par exemple, il y a beaucoup de négrophobie dans les communautés asiatiques. C'est un truc qui se sait, c'est un truc qui est vrai.
Voilà, il y a beaucoup de personnes asiatiques qui sont très racistes à l'égard des personnes noires. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'on baigne là-dedans et que c'est, comment dire, c'est difficile de s'en extraire, en fait, puisqu'on est imprégné de ça. Et du coup, en fait, faire des blagues racistes en soirée et dire des trucs hyper racistes, enfin, la première personne racisée qu'on voit, c'est quelque chose, je pense, qui est considéré comme normal, en fait. Ouais. C'est pas, c'est pas comment dire, exceptionnel. Et du coup, je pense que, aussi, comme je l'ai dit, comme les blancs enfin, se voient comme la norme, ben c'est. Non, je pense que c'est difficile de se rendre compte que. Il y a des personnes en fait qui existent en dehors de cette norme. Et donc non, je pense pas qu'ils se rendent forcément compte. Après, ben, évidemment, de plus en plus, ça change. Et il y a quand même une prise de conscience qui se fait. Mais je trouve que c'est quand même très difficile de dire en France à des personnes blanches, tu es raciste, sans que ça provoque un tollé pas possible, quoi. Je pense. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que nous sommes tous un petit peu racistes. Ouais. Certaines personnes vont toujours dire: oh, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Non, Ouais. je suis pas raciste, j'ai un ami chinois. Mais en fait, je pense, comme tu le dis, on est tous un tout petit peu racistes quelque part parce que on est tous un petit peu, on a tous un petit peu des préjugés Mm, les uns sur les autres qui vont des fois définir notre façon d'agir avec cette mm. personne. Ouais. Même qui vont nous créer un imaginaire, comme tu disais au début. Quand on va voir les personnes de cette culture, on va se dire, ils sont tous comme ça. Et je pense que en t'entendant depuis le début, je me suis rendu compte de ça, que moi également, je pratique la charge raciale envers d'autres personnes, mais je ne m'étais jamais posé la question, je ne m'étais jamais dit en fait que je le faisais. Et même avant de venir justement enregistrer ce podcast, je ne m'étais jamais rendu compte que je le faisais parce que pour moi, c'était pas méchant. Dire que dans les séries coréennes, on nous montre que les Coréens sont des parfaits petits amis, après le dire, pour moi, je ne pensais pas que j'étais en train de faire toute charge raciale en fait. Mais je me rends compte avec ton discours qu'on Ouais, je le ouais, pratique on peut sans me rendre perpétuer, compte. c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu dis beaucoup, voilà, je pense qu'il y a des gens qui le disent sans mauvaise intention et que c'est pas méchant et tout. Et je pense que c'est vrai, mais qu'en soi, c'est, comment dire, c'est pas ce qui compte. Tu vois, par exemple, quand tu dis à une personne blanche, ce que tu m'as dit est raciste, ce que tu as fait est raciste, euh, en général, la réaction, c'est d'être très offensé, comme si, en fait, le racisme, c'était un vilain défaut, tu Oui. vois, un truc hyper interpersonnel et un truc en fait c'est comme si tu disais à la personne qu'elle était hyper méchante alors que c'est pas le problème, c'est pas tu dis pas à la personne qu'elle est méchante ou que c'est une mauvaise personne, c'est juste un fait, c'est voilà, c'est une situation qui est réelle, tu relèves une réalité et c'est quelque chose en fait, c'est une réalité que la personne en face de toi peut changer. Et en fait, je pense que les personnes ont du mal à penser comment dire, le racisme dans sa globalité. Et du coup, en fait, quand tu relèves qu'elle est raciste, t'as toujours des réactions qui sont très, voilà, très offensées, très sur la défensive. Alors qu'en soi, l'intention, quand tu dis, bon, enfin, quand la personne te dit, mais c'était pas méchant, voilà, en soi, on s'en fiche. Tu vois, enfin, Oui. quand tu relèves une situation qui est raciste, on s'en fiche en soi que l'intention derrière soit méchante, c'est juste bah, le fait est que Ce voilà, que tu as dit, c'est ça, c'est ça. c'est vraiment plus, on va dire, c'est vraiment plus le fond qui est important, c'est pas tant, oui, voilà ce que tu as dit, c'était pas correct, quoi. Mm. Oui, je comprends tout à fait. Donc, on va conclure ce nouvel épisode, mais avant toute chose, avant de le conclure, en fait, je voudrais que tu dises si tu avais trois conseils à donner aux personnes qui vivent au quotidien des situations de charge raciale. Quels conseils tu leur donnerais pour qu'elles puissent mieux vivre, mieux appréhender, en fait, et vraiment qu'elles sachent mieux réagir face aux situations qu'elles vivent au quotidien? Alors, je pense que le premier conseil que je donnerais, ça serait d'abord de s'écouter, dans le sens où la charge raciale, ça a un impact sur la santé mentale des personnes racisées qui est énorme, parce que tous les jours, on se retrouve à jongler dans des situations sociales, à devoir porter plusieurs masques, à un peu jouer le caméléon, en fait, tu vois, enfin, je pense que tu sais de quoi je parle, parce que Oui. tu es en train de hocher la tête, mais tu vois, à pas vraiment pouvoir être toi-même, à jouer des rôles.
Et tout ça, là, en fait, en vrai, c'est un truc de ouf ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, dans le sens où c'est quand même. Je pense que ça relève un peu du. Pas du génie, mais on a une capacité de flexibilité, d'adaptation qui est quand même assez géniale, mais qui est pas cool en vrai, dans le sens où on nous l'impose. Du coup, ben, psychologiquement, c'est épuisant, c'est très fatigant. Donc, je pense qu'il faut s'écouter et savoir ben, établir ses limites, en fait, et se dire. Savoir en fait apprendre à savoir identifier ce qui nous blesse et ce qu'on peut ou pas supporter. Ça c'est mon premier conseil. Et le deuxième conseil qui en découle un peu, c'est de comment dire euh, apprendre à savoir se protéger. Et si se protéger, ça passe par ben, répondre à une attaque raciste de façon très offensive, ça peut être ça. Et si c'est faire comme si on n'avait pas entendu et décider de couper le dialogue parce qu'on sait que ça marche pas, parce qu'on sait que ça va être fatigant d'un point de vue de la santé mentale pour nous, ben, pas hésiter à le faire et à dire bah, là j'ai plus envie de discuter parce que ça ne mène à rien. Et après le troisième conseil qui je pense que moi je trouve important, c'est de savoir se retrouver avec les siens et avec des gens qui nous ressemblent. Et moi je parle souvent d'amour communautaire dans le sens où moi je sais que trouver des amis asiatiques racisés, des gens qui comprennent mes problématiques et avec qui j'ai pas besoin d'expliquer, de me justifier tout le temps, bah, ça m'a sauvée en fait. Enfin, littéralement, ça m'a sauvée parce que c'est vraiment un acte de self-care et c'est un acte politique que de dire en fait ça suffit, je veux plus justement passer par des situations de charge raciale. Ça me gonfle et je veux plus devoir accepter ça et du coup là je vais me tourner vers les miens qui me comprennent et je décide de relationner plus avec des personnes qui comprennent mes problématiques et ma réalité. Et je dis pas qu'il faut faire que ça, parce que de toute façon, dès qu'on le fait, on est taxé de communautariste. Mais en tout cas, ça fait du bien d'avoir un sas de décompression où on peut se dire, bah voilà, là, je vais passer ma soirée entre asiatiques, on n'aura pas besoin d'expliquer. En fait, tout va être plus simple, tout va être plus fluide et inné. Et franchement, ça fait grave du bien. C'est vrai que moi aussi, ça me fait souvent du bien, ça me fait souvent respirer, de passer Exactement. du temps avec juste des Camerounais et Mhm. d'avoir des délires de Camerounais. Ouais, c'est ça. Et on va parler. C'est vrai qu'au Cameroun, par exemple, on parle pas, on a un dialecte de jeunes qu'on parle souvent, le camfranglais, pour ceux qui ne savent pas. Ce qui fait que ça fait du bien de relâcher la pression, de pas forcément devoir parler un parfait français et de pouvoir utiliser des mots que nous, entre nous, on comprend qu'entre nous et d'avoir des délires qu'on comprend juste entre nous. C'est vrai que ça aide souvent à relâcher la pression. En Moi, je sais que fait, ça me fait du bien. elle est comme évacuée ou évaporée et c'est des moments où en fait tu peux être toi-même et t'as pas justement à porter les 100 masques que tu portes dans tes autres journées quand t'es avec des personnes blanches. T'as juste la possibilité et le droit d'être juste toi sans avoir devoir à te polisser, à faire gaffe à comment tu te comportes, à faire attention à ce que tu dis, à avoir peur en fait et juste ça soulage vraiment énormément. Ouais. Si tu pouvais donner trois conseils aux personnes qui vont nous écouter ce soir et qui vont nous écouter ce soir parce que nous sommes diffusés le mardi, le mardi soir, mais toutes les personnes également qui vont nous écouter en journée, pendant qu'elles sont en train de prendre leur petit déjeuner ou bien pendant elles sont en pause en train de déjeuner. Si tu avais un conseil à donner trois conseils à donner à toutes ces personnes justement qui se rendent compte en nous écoutant que, en fait, je pratique au quotidien des charges raciales sans m'en rendre compte. Et tu avais trois conseils à leur donner, qu'est-ce que ce serait? Que le premier conseil, ce serait d'apprendre à écouter ce qu'une personne minorisée et en minorité vous dit. Donc voilà, si une personne en fait vient vous dire voilà, j'ai enfin là j'ai subi une situation qui a été désagréable pour moi, que j'ai ressenti comme raciste, enfin qui était raciste en fait tout simplement. Apprenez à vous taire en fait et à écouter jusqu'au bout et à entendre vraiment ce que l'autre vous dit et parce que c'est hyper important en fait trop souvent on se retrouve en tant que personne discriminée à devoir comment dire on se retrouve dans des situations hyper désagréables où on essaie d'expliquer ce qu'on ressent
en tant que personne racisée. Et en fait, la personne en face de nous qui sera blanche va se sentir très piquée parce qu'on dit, parce que comme on l'a dit, voilà, quand on parle de racisme, c'est considéré comme un vilain défaut alors que c'est pas le problème. Et du coup, ça empêche tout dialogue. Et du coup, en fait, il y a pas d'amélioration, il n'y a pas de progrès possible. Et je pense que c'est hyper important voilà, d'apprendre à se taire, tout simplement, quand il y a un partage d'expérience qui se fait. Ensuite, dans un deuxième temps, je dirais que c'est important, en fait, si on veut devenir un ou une bonne alliée et comprendre, et plus, en fait, comment dire, faire subir du racisme à autrui, ben, il faut repartir du tout début et tout déconstruire et accepter en fait que qu'on ne sait rien voilà en tant que personne blanche, une personne blanche ne sait rien de ce qu'est le racisme. Une personne hétéro ne sait rien de ce qu'est l'homophobie, et il faut, je pense, accepter qu'on baigne dans un système et que ce système c'est quelque chose qui est à démanteler, mais que pour ça en fait il faut tout recommencer depuis le début et il faut tout réapprendre et déconstruire tout ce qu'on nous a appris. Donc c'est hyper dur, mais voilà, et ça passe je pense par quelque chose qui va être actif, qui va passer par de la lecture, de l'écoute, ça peut être par des podcasts faits par des personnes racisées, qu'importe, mais voilà, ça passe vraiment par de la déconstruction active. Et enfin, je pense que la dernière chose que je conseillerais aux personnes qui nous écoutent, c'est d'apprendre à développer votre empathie. C'est hyper important et ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, mais c'est pas juste l'empathie, c'est pas de la pitié, c'est pas quand une personne racisée vient et vous dit oh là j'ai subi une situation raciste et tout, c'est pas dire oh ma pauvre, vraiment c'est trop triste, ça me fait trop pitié, j'ai trop de la peine, c'est pas ça, c'est juste arriver en fait à comment dire, à empathiser, c'est vraiment prendre en compte je pense les sentiments de la personne qui est en face de nous et de l'écouter vraiment et de s'identifier en fait à un vécu même quand on le vit pas, juste à entendre que y a des situations sociales qui sont insupportables et que c'est important je pense de développer ça en fait, et l'empathie c'est pas que interpersonnel, c'est aussi savoir développer une empathie envers des groupes oppressés et des minorités. Lou vous a donné des conseils que je trouve précieux. Et comme elle a dit, c'est important que nous, on apprenne aujourd'hui à nous déconstruire, à déconstruire tout ce que l'on connaît, déconstruire tout ce qu'on nous a appris, garder cet esprit ouvert, vraiment essayer de comprendre l'autre, d'aller vers les autres, essayer et pratiquer l'empathie en fait les uns avec les autres, parce que c'est ça, c'est important en fait, c'est important, c'est pas... faut qu'on arrête de tout le temps juger les autres sur la base des stéréotypes qu'on a construits, sur la base de stéréotypes qu'on a entendus. Si vous n'allez pas vers les autres, si vous n'essayez pas de comprendre ce que vivent les autres, en fait, vous êtes tout le temps, vous serez toujours dans le faux. Vous serez toujours dans le faux parce que vous allez toujours vous retrouver dans des situations où vous pratiquez de la charge raciale envers d'autres personnes. Donc, essayez vraiment d'écouter les conseils de Lou parce que c'est des conseils précieux. Nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Merci beaucoup à toi, Lou, d'avoir accepté de venir, d'avoir accepté de partager avec nous cet enseignement parce que, comme je t'ai dit au début, je ne connaissais pas du tout ce que c'était que la charge raciale. J'ai appris en regardant ton interview et je suis contente qu'aujourd'hui, pendant ce petit moment, nous avons pu partager avec d'autres personnes cette information que je trouve, cet échange en fait que j'ai trouvé très enrichissant. Et je te dis merci infiniment. Merci de m'avoir accueilli, c'était super. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui nous écoutez, merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à nous dire si vous avez déjà vécu des situations pareilles, si vous avez déjà fait face à une situation de charge raciale, comment vous avez réagi. Si vous avez déjà si vous l'avez vécu ou bien un proche l'a vécu, n'hésitez pas à nous le dire. C'est important en fait qu'on entende votre vécu, c'est important qu'on entende votre témoignage, c'est toujours enrichissant.
Et d'ici à la semaine prochaine, je vous dis, portez-vous bien. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legends, vous a présenté Déconstruisons-nous le podcast, une production autour de la diversité culturelle présentée par Sylviane Poumani, CEO de l'entreprise Le Visage de la Diversité. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.